Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui, à première vue, semble être un simple transfert dans le monde du foot. Mais en fait, elle se résume en deux chiffres. 2 millions? Et 1,5 million. Voilà. C'est l'histoire de comment, en à peine 6 mois, un club a vu la valeur d'un de ses joueurs chuter de 500 000 euros. C'est énorme. Et notre source, c'est un article de presse assez détaillé qui raconte justement ce transfert. Exactement. On va donc s'intéresser au cas de l'Ailier Cheikh Tidiane Sabaly, qui quitte le FC Metz pour Vancouver. Et on va voir que derrière cette simple vente se cache un véritable cas d'école. Un cas d'école sur la gestion, le timing, les paris manqués. C'est une de ces histoires qui, en surface, ne fait pas les gros titres, mais qui révèle absolument toutes les tensions du foot moderne. C'est ça, on a tous les ingrédients. Un club vendeur qui est un peu pris à la gorge, un club acheteur qui lui fait une super affaire. Et un joueur au milieu de tout ça, qui prend une décision capitale pour la suite de sa carrière. Bon alors, posons les bases, pour que tout soit clair. Alors, le joueur, c'est Cheikh Tidiane Sabaly. Il a 26 ans. C'est ça, il est ailier et international sénégalais, un très bon joueur. Il quitte donc le FC Metz en France pour signer où déjà? Aux Whitecaps de Vancouver. C'est une équipe de Major League Soccer, la MLS, au Canada. D'accord, donc sur le papier, un transfert somme toute assez classique. Oui, mais c'est là que les détails deviennent savoureux. L'article nous apprend que tout est quasiment bouclé. Sabaly va signer un contrat de 3 ans. 3 ans? C'est une belle preuve de confiance de la part de Vancouver. Ah oui, complètement. Et puis, il y a ce petit détail logistique qui m'a interpellé, je dois dire. Ah oui, hein? Le joueur, il doit passer sa visite médicale ce mercredi, en Espagne. En Espagne. Attends, il quitte la France pour le Canada et la visite médicale est en Espagne. C'est pour le moins inattendu. Et la source précise même qu'au départ, c'était prévu en Allemagne. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est juste une anecdote? Ça peut paraître anodin, mais je trouve que ça en dit long sur la frénésie des derniers jours d'un mercato. C'est le chaos. C'est vrai. Les agendas sont pleins, les intermédiaires, les agents, ils courent partout en Europe. Il faut trouver des solutions à la minute. Un rendez-vous en Espagne, c'est peut-être tout simplement plus simple pour un médecin ou un agent qui est déjà là-bas pour une autre affaire, tu vois. Je vois. C'est le balai invisible des transferts, en quelque sorte. C'est exactement ça. Bref, l'officialisation est attendue d'ici la fin de la semaine. Le compte à rebours est lancé. D'accord. C'est le genre de détail qui rend l'affaire concret. Mais venons-en au cœur du problème, là où l'histoire devient vraiment intéressante. L'argent. Ah, le nerf de la guerre. L'article est très clair là-dessus. Le transfert se fait pour 1,5 million d'euros. Et c'est là que le chiffre qui fâche apparaît. L'été dernier, il y a 6 mois à peine. Oui. Le club anglais de Middlesbrough avait mis sur la table plus de 2 millions d'euros. Le FC Metz a dit non. Et aujourd'hui, ils vendent pour au moins 500 000 euros de moins. C'est... Comment c'est possible? On est d'accord que ça ressemble à une erreur de gestion monumentale, non? Vu de l'extérieur et avec le recul, oui, ça y ressemble très fortement. La raison, en fait, elle est simple et elle est implacable. Elle est cachée dans une toute petite phrase de l'article. Laquelle? Le contrat de Sabaly avec Metz se terminait en juin prochain. Ah! Et ça, dans le foot, c'est l'équivalent d'une bombe à retardement. Explique-nous pourquoi. Qu'est-ce que ça change, concrètement? Ça change absolument tout. Quand un joueur entre dans sa dernière année de contrat, le rapport de force s'inverse. Totalement. Le club perd la main. Exactement, le club perd le contrôle. Il se retrouve face à un dilemme terrible. Soit tu vends le joueur maintenant, pendant le mercato d'hiver, pour un prix souvent inférieur à sa valeur réelle, soit tu prends le risque de le voir partir gratuitement 6 mois plus tard. Voilà. Quand son contrat est fini, il est libre de signer où il veut. Le club ne touche rien. Metz s'est retrouvé complètement piégé, donc le choix c'était 1,5 million maintenant ou 0 dans quelques mois. Le choix était vite fait pour le coup. D'accord, mais attends. Même en sachant ça, refuser 2 millions l'été dernier pour un joueur à qui il ne reste qu'un an de contrat, ça me paraît déjà être une prise de risque énorme de leur part. C'est un risque, oui. Est-ce qu'ils n'ont pas été trop gourmands, tout simplement? Quelle pouvait bien être leur logique à ce moment-là? Alors, a posteriori, on peut parler de gourmandise ou d'excès de confiance. Mais il faut essayer de se remettre dans le contexte de l'été. Ok. Un club comme Metz, il peut faire plusieurs paris. Le premier, le plus évident, c'est de se dire « on va réussir à le faire prolonger ». Bien sûr.
on va lui proposer un meilleur salaire, un projet sportif attractif, et il va re-signer. C'est souvent la priorité numéro 1. Le deuxième pari, c'est le pari sportif, j'imagine? Exactement. Peut-être que le club visait une qualification européenne ou voulait simplement assurer son maintien le plus vite possible. Et pour ça, ils avaient absolument besoin de Sabaly pour les 6 premiers mois de la saison. Donc le garder était, à ce moment-là, plus important que l'argent de la vente, le fameux calcul coût-bénéfice entre l'apport sur le terrain et la perte financière future. C'est ça. Et il y a un troisième pari, encore plus risqué. Ah! L'ose. Et qu'un autre club, peut-être un club anglais encore plus riche, arrive en janvier avec une offre encore plus folle. Genre 3 ou 4 millions qui compenseraient largement le risque-prix? Voilà. Sauf que dans le cas de Metz, tous ces paris ont été perdus. Aucun n'a fonctionné. Non. Ils n'ont pas réussi à le prolonger et aucune offre supérieure n'est arrivée. Du coup, ils se sont retrouvés le dos au mur. Et ce manque à gagner, 500 000 €, ce n'est pas juste une ligne dans un bilan comptable. Pour un club avec le budget du FC Metz, c'est une somme colossale. Ah, mais c'est énorme. C'est le salaire annuel de plusieurs jeunes du centre de formation ou le budget pour moderniser une partie du stade. C'est une erreur de timing qui a des conséquences très, très concrètes. Absolument. Et c'est le drame de beaucoup de clubs de cette taille. Ce sont des clubs tremplins. Oui, ils développent des talents pour les vendre ensuite. Exactement. Ils sont excellents pour ça, mais ils n'ont pas la puissance financière ou le prestige pour retenir ces talents face aux grands championnats. Ils doivent donc maîtriser à la perfection l'art de vendre au bon moment. Et là, Metz a raté la fenêtre de tir. Complètement. C'est une leçon brutale sur la dépréciation d'un actif. Parce qu'en football, un joueur est un actif, et sa valeur est directement liée à la durée de son contrat. C'est fascinant et cruel à la fois. Bon, s'il y a un perdant évident dans cette histoire, il y a forcément un gagnant. Et j'imagine qu'à Vancouver, l'ambiance doit être radicalement différente. Ah bah, à Vancouver, on doit se frotter les mains. C'est plus que ça, c'est un coup de maître pour les Whitecaps. Carrément. Ils récupèrent un joueur dans la force de l'âge, un international, pour un prix bien inférieur à sa valeur d'il y a 6 mois. Ils ont parfaitement exploité la situation contractuelle. C'est une démonstration de scouting et de timing intelligent. Mais au-delà du bon prix, qu'est-ce qu'il leur apporte, lui, sur le terrain? L'article mentionne qu'ils ont été éliminés en play-off par l'Inter Miami, l'équipe de Messi. C'est ça. Ça veut dire qu'ils sont pas loin du sommet, mais qu'il leur manque un petit quelque chose. C'est Sabaly, cette pièce manquante? C'est très probable. Tactiquement, c'est un recrutement qui a énormément de sens. Les équipes de MLS sont souvent très athlétiques, très bien organisées. Des blocs difficiles à bouger? Voilà. Pour faire la différence, il faut des joueurs capables de casser les lignes, de provoquer en 1 contre 1, de créer le chaos, en fait. Et Sabaly, c'est exactement ce profil. Un allié percutant. Percutant, rapide, qui adore dribbler. C'est une pièce qui pouvait cruellement manquer à leur puzzle offensif, surtout dans les matchs coup près, en play-off. Contre une équipe comme Miami, si tu n'as pas de joueurs capables de créer des étincelles individuellement, tu es vite démuni. Donc ce n'est pas juste un nom ou un bon coup financier, c'est avant tout un besoin sportif qui a été ciblé. Précisément. Et il y a une autre dimension, plus symbolique mais tout aussi importante. Laquelle? L'article le souligne. Sabaly vient tout juste d'être sacré champion d'Afrique avec le Sénégal. Ah oui, c'est vrai, au Maroc. Ce n'est pas un détail. Arriver avec un statut de champion continental en titre, ça envoie un message très fort. Mais c'est juste pour le prestige ou ça a un impact réel sur l'équipe? Les deux, en fait. Pour le prestige, c'est évident. Ça montre aux fans, aux sponsors, que le club est ambitieux. Ça peut même aider à attirer d'autres joueurs. D'accord. Mais l'impact réel, il est dans le vestiaire. Tu fais venir un joueur qui sait ce que c'est de gagner un trophée majeur, qui sait gérer la pression des matchs à élimination directe. Il amène une culture de la gagne. C'est exactement ça. Pour un club qui bute sur la dernière marche, comme Vancouver en play-off, c'est une plus-value inestimable. Il n'apporte pas seulement ses qualités techniques, il apporte son expérience du très très haut niveau. On a donc bien les deux faces de la médaille. Un club, Metz, qui a mal géré son risque et qui perd gros, et un autre, Vancouver, qui saisit une opportunité en or sur tous les plans. C'est un résumé parfait. Mais au milieu de toutes ces stratégies de club, il y a un homme, Sheikh Sabaly. Pour lui, à 26 ans, c'est un sacré pari de quitter l'Europe pour la MLS, non? C'est un tournant majeur dans une carrière, c'est clair. Il y a 10 ans, peut-être, un tel transfert aurait été vu comme une sorte de pré-retraite dorée. Oui, c'est un peu l'image qu'on en avait. Aujourd'hui, la perception a complètement changé. La MLS est un championnat en pleine croissance, de plus en plus compétitif, de plus en plus attractif. Mais oui, ça reste un pari. Il quitte un environnement qu'il connaît par cœur pour l'inconnu. Et j'imagine qu'il y a des risques. L'adaptation peut être compliquée. On parle d'un autre continent, une autre culture du football.
Absolument. Les défis sont nombreux. Il y a d'abord le jeu en lui-même. La MLS est un championnat très physique, avec un rythme qui peut être différent des championnats européens. Et puis, il y a les conditions de jeu. Ah, les voyages. Les voyages sont interminables, avec des déplacements qui traversent plusieurs fuseaux horaires. Un week-end, tu joues à domicile à Vancouver, le suivant, tu es à Miami, c'est 6 heures d'avion. Ah oui, quand même. La gestion de la fatigue et de la récupération, c'est un enjeu colossal là-bas. Et puis bien sûr, il y a l'adaptation culturelle, le fait d'être loin de sa famille. C'est un facteur à ne jamais sous-estimer. Et son statut justement de champion d'Afrique, comment ça va être perçu là-bas? On a vu que c'était un atout pour le club, mais pour lui, personnellement, c'est une pression en plus. C'est une excellente question. Et la réponse est oui, sans aucun doute. Il n'arrive pas comme un joueur lambda. Non, c'est une star. Le club a communiqué sur son titre, les fans l'attendent comme un sauveur potentiel. On va attendre de lui qu'il soit décisif tout de suite, dès les premiers matchs. Il n'aura pas beaucoup de temps pour s'acclimater. Très peu. Et cette pression, elle peut être un moteur, bien sûr, mais elle peut aussi être écrasante si les débuts sont difficiles. Il devra gérer des attentes bien plus élevées que celles qu'il avait à Metz. Mais d'un autre côté, ce contrat de 3 ans, c'est une sécurité énorme pour lui. Ça lui donne quand même le temps de s'installer et de voir venir. C'est le point fondamental. C'est ça qui a dû le convaincre. Cette stabilité est cruciale. En Europe, il était un bon joueur de Ligue 1. À Vancouver, il a le potentiel pour devenir une véritable star de l'équipe, une des têtes d'affiche du championnat. Il change de statut. Complètement. Le club a investi en lui, pas seulement de l'argent, mais aussi de la confiance avec cette durée de contrat. C'est une opportunité pour lui de prendre une nouvelle dimension, de devenir un leader et de laisser une empreinte durable dans un club et un championnat en pleine expansion. C'est un défi à sa mesure. En résumé, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, ce qui semblait être une simple ligne sur un tableau des transferts est en fait une histoire incroyablement riche. C'est souvent le cas. D'un côté, on a le récit d'un pari stratégique complètement raté pour le FC Metz, contraint de vendre à perte à cause d'une situation contractuelle mal négociée. C'est une leçon sur l'importance du timing. De l'autre, on a une acquisition brillante pour les Whitecaps de Vancouver. Ils ont su être patients, flairer la bonne affaire pour combler un manque sportif très précis, tout en envoyant un signal fort à leurs concurrents. Et au centre, on a la trajectoire de Cheikh Sabali, une nouvelle étape, un défi immense, où il arrive avec ce statut de champion et des attentes qui sont proportionnelles. Une histoire à multiples facettes, vraiment. Tout à fait. Et en observant cette situation du FC Metz, forcé d'accepter 500 000 € de moins que ce qu'on leur proposait 6 mois plus tôt, ça mêle à une réflexion un peu plus large. Oui. On se demande ce que c'est aujourd'hui d'être un bon directeur sportif. Finalement, quand on voit un cas comme celui-ci, est-ce que ce métier relève plus de l'art du poker, de la négociation pure, où il faut savoir quand se coucher, quand faire tapis? Oui. Ou est-ce que c'est devenu une science de la gestion du risque, où tout est calcul, probabilité, analyse de données? J'ai l'impression que la calculatrice a de plus en plus pris le pas sur l'instinct, et que la frontière entre les deux est de plus en plus floue.